Alors, petit changement de programme super rapide parce qu'on doit libérer une personne qui est un speaker donc, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, juste après, ça sera Amel. Je vous laisse la surprise de quoi elle va parler. Donc, je vous prie d'applaudir bien fort. C'est Monsieur Boubker. Alors, par contre, je veux bien prononcer le nom. Donc, c'est Monsieur Boubker Ndiaye. Ndiaye. Ok, parfait. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Boubker. Salam alaikum. Donc c'est Boubacar Ndiaye. Et une petite astuce pour retenir mon nom de famille, il faut penser à Indiana Jones. Ndiaye. Donc voilà, je suis très content d'être parmi vous. Je remercie Omar Chergui de m'avoir invité pour cet événement. Et je suis très content également de voir qu'il y a également beaucoup d'énergie dans cette salle, dans cette pièce, et je pense qu'en toute tranquillité, vous dire que l'Algérie est entre de bonnes mains, puisque j'ai devant moi, j'espère, l'avenir, et qui saura relever tous les grands défis qui l'attendent. Alors, je vais vous faire une petite présentation donc, sur 4 volets. Donc, ma petite histoire, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui fait celui-là ici? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ensuite, je reprendrai un peu la thématique de la présentation. J'essaierai, si vous permettez, de vous donner quelques outils pour celles et ceux qui ont peut-être quelques petites difficultés là-dessus. Et enfin, je terminerai sur notre héritage culturel. Voilà. Donc, ma petite histoire. Donc, moi, je me présente. Donc, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Pour la petite anecdote, ils sont tous nés en Algérie. Voilà. Donc moi, je suis franco-malien à la base. Donc, je suis né en France, j'ai fait mes études dans le domaine de l'apprentissage. Donc moi je ne suis pas ingénieur de formation, je n'ai pas un bac plus 5 ni un bac plus 8, moi j'ai un bac plus 2. Ok. Donc avec ce petit bagage, je suis tout de suite rentré dans le monde de l'entreprise, et je vais vous dire comment. À l'époque, je suis tombé dans cette filière qui s'appelle la micro-technique. Alors c'est une filière en fait de la mécanique appliquée qui consiste en fait à fabriquer des objets qui tiennent dans une main en fait. C'était un peu ça l'idée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cette filière parce que je trouvais ça cool. Ça me faisait penser à Terminator, en fait. Parce que je suis un peu fan de cybernétique, de ces choses-là. Donc je suis entré, et puis les premières semaines, j'avais des collègues très altruistes qui me disent, qui posent la question à tout le monde, oui, c'est quoi les débouchés de cette filière? À l'époque, on était en bac. Les profs ils nous ont dit, il n'y en a pas. Il n'y avait pas d'avenir. C'est une voie de garage. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Ça, je vous dis, c'était pas en France, c'était en 96, juste après le bac. Là, justement, on continue quand même tous à étudier, on se dit, mince, quand même, on a pris la mauvaise voie, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. J'ai continué, j'ai eu mon bac, ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis allé vers un bac mécanique, et là, alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait un peu de mécanique. Non, dans ton parcours, si, un petit peu 8 heures de mécanique, les cours. C'est horrible. Franchement, si vous avez des gens qui veulent faire la mécanique, il faut vraiment être passionné. Bon, j'ai quand même continué dans ce parcours-là, et puis j'ai quand même voulu tenter ma chance. Alors, je vous raconte la petite histoire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toujours un ordinateur à la maison, parce que je suis informaticien un petit peu, et j'ai toujours su dépanner l'ordinateur. Voilà, de la maison, c'est toujours moi qui ai fait ce petit travail. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les cours de mécanique, donc j'ai eu mon prof qui vient me chercher à chaque fois, il me dit, Boubacar, écoute, j'ai besoin d'un coup de main pour l'ordinateur, comme toi tu es un petit peu à l'aise, à chaque fois tu es le premier à finir tes TP, tu m'aides. Que je l'aide, je lui donne des coups de main, je suis toujours le premier à l'aider, toujours. Et puis même à un moment donné, on venait me chercher en cours, pour me dire, Boubacar, il y a un problème dans la salle, le réseau ne marche plus, tu viens. Donc à chaque fois, on venait me chercher, c'était presque par le col, tout le monde était d'accord avec ça. Donc, puis finalement, il y avait, je me rappelle à l'époque, pour ceux qui sont peut-être un peu dans l'usage, il y avait Windows 98. Et vous avez tous eu à l'époque, vous savez, l'installation, quand vous installez une imprimante, il fallait toujours une disquette, un CD, s'il n'y avait pas la disquette, bon courage. Moi, je dis à mon prof, ah non, cette imprimante, c'est pas la peine, Windows 98, tu l'installes tout seul. Et là, il y a mon prof qui me regarde avec des grands yeux, il me dit, installer une imprimante sans disquette, tu te rends compte, Boubacar, la bêtise que tu me dis? Et là, j'ai compris que j'avais acquéri par moi-même, tout seul, un savoir-faire. C'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, tiens, finalement, j'ai un professeur en face de moi, diplômé, qui a tout ce qu'il faut, et je lui apprends des choses. C'est pas mal. J'avais à l'époque, je sais pas, 16 ans, 17 ans, même plus, je me souviens. Donc là, j'ai eu le déclic dans ma tête de me dire, finalement, tout n'est pas perdu. Allez, je me lance, je vais me mettre dans l'informatique. Donc je suis parti voir mon père, c'est mon père qui est venu me voir, et il m'a dit, parce qu'à l'époque, j'avais 2 boulots, tellement que je détestais ce que je faisais à l'école,
Alors vous avez compris que j'avais un parcours un peu compliqué. Hein. Vous avez vu l'image, hein, c'est comme un petit labyrinthe. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, je remercierai toujours mon père parce qu'il me voyait travailler le soir, le matin j'allais à l'école, le soir j'allais bosser, etc. Donc ce que j'ai ensuite continué à faire à l'époque, c'est que mon père il est venu, il m'a dit, monsieur Boubacar, écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 boulots, c'est pas une vie, tu choisis. Je lui dis, écoute, moi je veux faire de l'informatique. Je dis, d'accord, c'est quoi ton programme? Je dis, voilà, j'abandonne les études, je me mets à faire de l'intérim, si j'arrive à décrocher un poste intéressant, je continue, sinon dans tous les cas, je reprends mes études à la fin donc, du semestre pour commencer de l'alternance, en BTS entre autres. Je lui dis, d'accord, j'ai pris le challenge, j'ai arrêté mes cours. Et là, j'ai eu un soulagement, c'est parce que, je sais pas, on est tous à peu près de la même culture, arrêter ses études quand on a un papa plutôt sévère, je fasse rigoler le bonhomme là-bas, il a dû essayer, le pauvre. Donc, très compliqué. Mon père m'a ouvert cette voie. Donc, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, j'y vais, je fonce. Donc, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim, j'ai été au départ manutentionnaire, j'ai fait plein de choses. Ensuite, je me suis dit, voilà, je peux plus quand même continuer dans le monde dans le monde de la logistique. Donc, je me suis inscrit à l'époque, je me souviens, j'avais ce magazine qui s'appelait Joystick, un magazine de jeux vidéo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Joystick, magazine français. Voilà, donc faut pas trop jouer, hein, jeux vidéo. Hein. Pas trop. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait cette annonce, donc j'ai postulé. J'ai demandé à cette dame, je voudrais m'inscrire à une agence d'intérim, dans votre agence d'intérim, pour trouver un premier job dans l'informatique. Donc elle m'invite, donc je vais voir cette personne dans cette agence, je donne mon nom, je laisse mes coordonnées, elle me dit, écoutez, vous avez le profil, vous avez la capacité de toucher à un PC, vous avez la capacité technique, donc ok, on vous met sur la liste d'attente. Au bout de 2 semaines, cette personne me rappelle, elle me dit, monsieur Boubacar, j'ai un poste pour vous. Je dis, ok, c'est dans quel domaine? Alors, on vous avait prévenu de l'inscription, il est possible qu'on vous appelle pour des postes de logisticien. J'ai dit, écoutez, moi, je suis aujourd'hui inscrit à une boîte d'informatique, c'est pour faire l'informatique, s'il vous plaît. Donc, ça ne m'intéresse pas, mais je préférais que vous me rappeliez pour un poste d'informatique. La dame me dit, d'accord. Ensuite, pris de remords, je rappelle cette personne, je lui dis, écoutez, je vais vous donner une petite faveur. Cherchez encore des candidats pour ce poste de logistique, et si vous ne trouvez pas, vous m'appelez. La dame raccroche, 2-3 jours passent, me rappelle, elle me dit, écoutez, on va vous trouver un poste. Vous avez trouvé un poste d'informaticien, c'est un premier boulot pour vous, prenez-le, etc. Et on vous remercie de votre franchise parce que heureusement que vous nous aviez indiqué cette disponibilité, parce que c'est grâce à ça finalement qu'on vous a retenu. On testait quelque part votre, votre intégrité, savoir si vous étiez quelqu'un de fiable ou pas. Donc finalement c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ce stage. Donc là c'est le petit message que je vous donne, c'est que soyez honnête avec vous-même, puisque moi j'ai réussi à rentrer dans le monde de l'entreprise en étant tout simplement honnête. Voilà. J'ai pas menti, j'ai essayé de donner quelque chose à cette personne, elle me l'a donné. Ensuite, le fil en aiguille, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc j'ai pris ce premier job. Ce job, ensuite, j'ai pu faire un contrat d'apprentissage avec cet établissement. Cet établissement m'a recruté. J'étais le premier recruté en tant qu'alternant, parce qu'on avait 2 semaines de cours et 2 semaines d'apprentissage. Donc c'était très instructif. Et de fil en aiguille, donc, je me suis retrouvé donc, dans un groupe qui s'appelle Areva. Donc j'ai tout appris chez eux. Je suis rentré, j'étais technicien micro. Je réparais des PC. D'accord, c'était vraiment la chose la plus élémentaire qu'on pouvait faire dans l'informatique. Et de fil en aiguille, j'ai passé différentes fonctions. Ensuite, responsable informatique, enfin d'un petit département. Ensuite, j'ai pris des responsabilités. Et il y avait cette personne, je me rappelle, un copain à moi, qui était algérien, que je remercie encore, mais il n'est pas là, qui m'avait identifié et qui avait touché un mot pour moi à la direction d'à côté en disant, écoutez, monsieur Boubacar, c'est quelqu'un de très bien, etc. Et ce qu'il a fait, il y a eu cette opportunité qui est arrivée et on est venu me chercher en me disant, écoutez, voilà, il y a cette personne qui a un profil assez atypique, qui est rentré par la fenêtre, comme on dit, mais qui s'accroche et qui a quand même des qualités intéressantes, et bien qu'il ne soit pas dans les normes, savoir diplômé de grande école, il a quand même des capacités. Donc, je pense qu'on peut le positionner sur un certain nombre de missions. Donc, c'est là où on m'a basculé de l'activité, en fait, ce qu'on appelle support technique, à l'activité de consulting. Donc, je suis devenu consultant technique, je dirais vraiment parce que, encore une fois, j'ai pu gagner la confiance des gens avec qui je travaillais. Donc je ne rentre pas dans les détails. Donc de suite à cela, je me suis retrouvé consultant à la Défense, j'ai travaillé pour d'autres groupes, j'ai travaillé pour le groupe Total, j'ai travaillé pour le groupe Valeo, donc ça s'est bien passé. Et puis, à partir de là, j'ai eu envie de changer d'air, parce que les grands groupes internationaux, c'est plutôt compliqué, il y a beaucoup de politique, donc j'ai préféré arrêter. Je suis rentré dans une petite start-up qui s'appelle
Vidéo consulte, c'est de la vidéosurveillance et les caméras. Donc j'ai voulu vivre de près ce que c'était la start-up, parce que c'était la mode à l'époque, on était en 2009, hein, si je dis pas de bêtises, 2006 pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu 2 ans avec cette société, j'ai énormément appris, donc en termes d'entrepreneuriat, mes premières aventures en termes de petits commercial de terrain, donc ça a été quand même une belle aventure. Et puis j'ai le même ami qui à l'époque était dans un grand groupe qui m'avait fait monter, façon de parler, dans la hiérarchie de ma structure, et il est venu me voir, il m'a dit, Boubacar, voilà, j'ai un projet en Algérie. Tu viens avec moi, on a une société là-bas qui va se créer, on a besoin d'un directeur technique qui connaît les métiers de l'informatique. Moi, je suis plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle la sous-traitance. La sous-traitance informatique, ça consiste en fait à prendre un sujet informatique qu'on ne veut plus traiter, qui a peu de valeur ajoutée pour une société, et le confier à un prestataire. Donc du coup, ce collaborateur, enfin cet ami, il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, voilà, Boubacar, tu prends ton billet d'avion, tu reviens en tant qu'expatrié, ton boulot c'est de former des jeunes et des jeunes algériennes au métier de la sous-traitance informatique. Donc il n'avait pas fini sa phrase que j'avais déjà dit d'accord. C'était un rêve d'enfant. Nous, on est tous issus de l'immigration en France, et évidemment, notre rêve, c'est de pouvoir revenir sur notre continent et faire des choses, et transmettre ce qu'on a appris. Donc j'ai eu cette opportunité, donc je suis venu. On a créé le projet, donc on avait une dizaine d'Algériens et de jeunes Algériennes à former, et puis malheureusement, il y avait un petit souci dans cette structure, et la structure s'est arrêtée, malheureusement, on n'a pas pu continuer. Et donc c'est là où j'ai pris la décision, avec un autre de mes associés, l'un des associés de cette structure, c'est de continuer l'aventure ici en Algérie tout seul. Donc là, j'ai gardé un des collaborateurs, j'ai gardé un des clients de cette société, et j'ai démarré l'IT-Surf. Donc moi-même, tout seul, en 2009, aller voir les impôts, aller voir la CNAS, CNRC, il y a quelqu'un qui est en train de... Oh là, le pauvre, il a souffert. Je vous dis, ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Alors, à l'époque, c'était quoi? C'était en 2009, j'ai monté la boîte en 3 mois. À l'époque, c'était pas beaucoup, hein. Et bien que effectivement c'était semé d'embûches, je me rappelle, il y avait ce jeu qu'on avait avec les gens. Vous savez, quand vous allez dans les autorités, vous avez toujours quelqu'un qui vous demande une copie légalisée. Alors, les copies légalisées, c'est fini, hein, je pense que tout le monde est au courant. Oui, hein. Malheureusement, c'est quand j'ai fini tout ça que c'est dans le bureau de on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours cette personne, quand on arrive, on lui donne une copie légalisée, il dit « Ah, tu as la copie légalisée de ta carte de séjour ?» « Oui. »« Est-ce que tu as la carte légalisée de... » Il cherche. Et moi, j'avais une boîte comme ça, je me rappelle, la boîte rouge. Ceux qui travaillent avec moi, je leur montrerai, hein, je l'ai encore. Et j'avais la copie légalisée de tous les documents. Il y avait ce jeu, vous voyez, un peu malsain, où on essaie de s'échanger le document, et c'est un jeu. Ah, tu vois, tu l'as pas, et tu reviens demain. Voilà. Donc, ça... Mais finalement, avec toute cette préparation, parce que tu peux devenir consultant en copie légalisée, hein, si vous voulez, je peux vous aider là-dessus. Non, plus sérieusement, ça a été quand même un peu compliqué sur le plan administratif, mais c'était pas insurmontable. Ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est pas comme certains pays où on a le guichet unique. Je le dis, au Mali, on peut créer une société en 1 jour. Je ne sais pas si vous avez entendu, le guichet unique, ça se fait. Merci. Alors, il n'y a pas autant de potentialité qu'en Algérie, hein, c'est pas une critique que je fais, mais c'est long. Mais c'est pas grave, parce que comme finalement les procédures sont longues, les procédures prennent du temps, mais en même temps l'activité est aussi alignée à tout ça. Donc c'est pas forcément un frein en soi-même d'avoir en fait des procédures qui sont aussi longues. C'est pas grave en soi, il faut juste être patient. Voilà, ça c'est le petit mot. Donc du coup, j'ai créé la société, et donc maintenant, voilà, on a 21 d'employés, il y en a déjà 3 dans la pièce. Merci messieurs d'être venus. On continue à se développer. Je suis pas là pour faire de la pub par rapport à cette société, mais voilà, c'est mon parcours. Je suis très content aujourd'hui d'être ici parmi vous, encore une fois. J'espère encore qu'on va continuer l'aventure avec le maximum de projets et le maximum de collaborateurs. Et voilà, donc ça c'est pour mon parcours, et voilà. Donc je vous remercie. Alors, un petit slide sur la timidité. Voilà, alors je vous ai énuméré tout le sujet, donc on va les passer en revue un par un. Voilà, justement l'activité sociale et les activités culturelles. Là je passe un message pour les personnes qui ont peut-être ce petit souci de timidité. Moi j'étais un grand timide, hein, quand j'étais jeune, et je me suis mis à la danse. Oui, j'ai dansé un petit peu, oui, pour information. Mais ça a été un moyen pour moi de m'extérioriser. Voilà, donc j'ai pas de leçon à faire, mais c'est vraiment du conseil, des outils que j'essaie de partager avec vous, etc. Donc également avoir une activité culturelle,
Bah voilà, c'est comme aujourd'hui, ben, là je suis très content de voir qu'il y a pas mal de gens autour de nous qui ont cette activité culturelle, mademoiselle aussi qui est très impressionnante par ses activités. Donc je peux que vous inviter à le faire, puisque aujourd'hui, voilà, nous quand on fait des entretiens, ben, ça rentre dans les grilles d'évaluation. Je mets une petite case, d'ailleurs je suis pas fier parce que moi j'ai pas la plus grosse activité culturelle en ce moment, mais ce que je veux dire c'est que c'est important quand même qu'on ait tous un petit peu justement cette capacité à aller vers des cultures. Donc sortir des sentiers battus, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout simplement, sortir des sentiers battus, c'est que vous allez toujours trouver un chemin pour aller à un objectif. Ça c'est évident. N'importe qui aujourd'hui vous dira comment faire pour faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Moi ce que je vous dis, c'est que voilà, on m'avait toujours dit à l'époque, quand j'étais plus jeune, que voilà, pour arriver à finir aujourd'hui, pour arriver à t'en sortir dans la vie, il faut que tu sois diplômé de telle et telle école. Oui, ça c'est bien, ça c'est peut-être la voie ultime, mais il y a d'autres chemins pour y arriver. Aujourd'hui, il y a pas mal de passerelles, il y a des cours du soir, on a Internet, donc c'est difficile aujourd'hui de ne pas se former. Donc sortir des sentiers battus, c'est un petit peu tous ces sujets. Donc, enfin, parler à haute et intelligible voix, ça je l'exprime. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de gestuelle comportementale, mais je le dis parce que je le vis beaucoup autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont beaucoup de mal, en fait, quand ils s'expriment, à parler fort, tout simplement, sans crier. C'est important parce que, encore une fois, j'ai remarqué que souvent en entretien, parce qu'en moyenne on fait passer peut-être 10 ou 15 entretiens par semaine, les gens n'arrivent pas à s'extérioriser. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours pour le recrutement, mais il faut passer le mot. Il y a des gestes simples à faire quand on est face à un recruteur. Alors moi, je vous le dis, là je vous donne l'astuce pour ceux qui cherchent du boulot, la poignée de main. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne serre pas la main. Oui, c'est pas grave, il y a autre chose. Il y a le regard insistant, persistant. Il y a aussi une petite astuce que je vous partage, ça va faire rire quelques collaborateurs encore une fois, c'est que voilà, quand on regarde quelqu'un, on ne sait pas où regarder, on regarde entre les deux yeux. C'est important. Il ne faut pas avoir un regard fuyant. Moi, personnellement, ça m'agace quand je vois quelqu'un qui a tendance à regarder à droite ou à gauche. Il y a plein d'astuces comme ça que moi je me suis appris à voir sans rentrer dans comment dirais-je, dans l'analyse des personnes, mais qui donnent des indications. C'est ce regard fuyant que l'on a quand on n'a pas confiance en soi-même. Et il faut essayer quand même de se concentrer sur au moins son interlocuteur et de regarder entre les deux yeux. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que je donne comme ça. Et je partage même encore une fois le fait que souvent, ce qui trahit les personnes, c'est un petit peu quand on pose des questions un petit peu embarrassantes. La première question en général, c'est quels sont vos défauts? Voilà. Alors ça, souvent, moi je vous le dis, la plupart du temps, quelqu'un qui me dit je connais pas mes défauts, je dis attention. Alors c'est pas éliminatoire, faut quand même donner une chance à tout le monde, mais apprenez vos défauts. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Est-ce que tout le monde connaît ses défauts ici? Ah, il y a le monsieur qui se gratte la tête là-bas. Oui, avez-vous à lunettes? Oui, vous, en bleu, oui. Est-ce que vous connaissez votre défaut? Oui, vous en êtes sûr? Est-ce que vous pourriez le citer, juste comme ça? Citez votre défaut. Comment? Gestion du temps. Vous n'arrivez pas à maîtriser votre temps. Voilà, donc l'astuce, c'est que une fois que vous avez donné votre défaut, il ne faut pas rester simplement sur le fait, sur ce défaut. Il faut essayer maintenant de se dire, ok, j'arrive pas à gérer mon temps, mais voilà comment j'arrive à le gérer. Et essayer aussi de ne pas être simplement honnête en disant un défaut qui va être par exemple quelque chose de plutôt humiliant, mais c'est de trouver un défaut qui se transforme en une qualité. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est un peu ça l'astuce. Donc là, je vous le dis, en entretien d'embauche, c'est quand même assez important. Après, chez iTeaser, c'est pas éliminatoire. N'est-ce pas, Omar? Plaisante. Enfin, donc l'équilibre de vie, donc je vais terminer sur ce slide. Donc c'est simple, l'équilibre de vie, pratiquer un peu de sport. J'entends souvent en Algérie des gens qui me disent oui, avant je faisais du sport, mais vous savez, en Algérie, monsieur Boubacar, il n'y a pas les installations, il n'y a pas ceci. D'accord, très bien, c'est vrai. C'est pas une raison. Et ne faites pas de sport parce qu'il n'y a pas d'installation, faites-le pour vous. J'ai pas de leçon à donner encore une fois, mais je pense qu'il y a suffisamment d'espace vert autour de nous et d'organisation à avoir. Mais c'est pas une raison, si vous voulez, en termes d'équilibre de vie, de se priver d'avoir une activité sportive. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder un peu les chiffres. Quand on regarde la presse aujourd'hui, on vit un drame quand même dans nos pays d'Afrique, c'est que voilà, on a une nouvelle population qui se paupérise et qui s'installe, qui pratique pas de sport et
on parle pas de toutes les problématiques que ça peut engendrer. Même moi, j'ai passé pas mal de jours, je vous cache pas, ces derniers temps, dans certaines cliniques. Il faut pratiquer du sport. C'est pas juste pour le fun. C'est important pour vous, pour votre santé. Donc voilà. Et aussi, enfin, en termes d'équilibre de vie, ce que je peux tous vous recommander, c'est quand même d'essayer de savoir quand même mettre un terme ou un frein à vos activités professionnelles, profiter de vos proches. Parce que la vie passe très vite et malheureusement on ne se rend pas toujours compte du fait que on se dit voilà, on est jeune, on a le temps. Non, essayez tout de suite de mettre en place les bonnes briques pour un équilibre de vie pratique. Donc l'équilibre, encore une fois, c'est l'hygiène de vie, c'est pas avoir de nuit de passer trop tard la nuit à faire des choses devant son PC, c'est vraiment essayer d'avoir une qualité de vie importante. Et ça se retranscrit après le jour de votre entretien, le jour où vous êtes avec des personnes. Donc voilà, donc ça je termine sur l'équilibre de vie et la timidité. Slide suivant. L'échec. Alors, reconnaître ses erreurs. C'est la première pierre à poser déjà pour gérer son échec. Parce que vous allez forcément faire des gaffes. Voilà. Donc encore une fois, je ramène ça à un aspect purement professionnel, mais je pense que vous comprendrez, c'est que reconnaître ses erreurs, ça passe tout simplement par la case de se dire j'ai fait une gaffe. Il faut savoir le dire. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. On fait tous des erreurs, j'en ai fait tout à l'heure. La preuve, je suis venu sans présentation, je viens juste de la faire, pour information. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que reconnaître ses erreurs, c'est un petit peu aussi en lien avec la reconnaissance de sa timidité. Si vous arrivez tous à vous dire « Ah oui, je me suis planté la dernière fois, j'ai fait une bêtise, je l'ai mal dit, je me suis mal comporté, j'ai fait quelque chose de grave », le fait de le reconnaître, c'est déjà la moitié du parcours, si ce n'est plus. Donc apprenez à le dire, il n'y a pas de gêne. D'ailleurs, je vous le dis, il y a un truc qu'on fait au boulot, c'est que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, moi j'attends qu'une seule chose dans son message. C'est de me dire, j'attends qu'il me dise « Ah, je me suis trompé, j'ai fait une erreur ». Si je n'entends pas ces quelques mots, pour moi, je n'ai rien entendu. Peu importe la raison, ça doit être déjà reconnu. Accepter l'erreur, et après on peut construire. Mais si jamais on est face à des justifications, oui, mais c'est pas ma faute, Ratli, c'est lui qui m'a dit, je croyais que, j'avais pensé que, oui, ok, d'accord, très bien. Le plus important, reconnaissez l'erreur, ensuite on peut construire. Voilà. Enfin, en termes d'échec, souvent, voilà, j'ai commencé la phrase, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai découvert depuis que je gère cette petite société, c'est qu'il y avait pire en fait que la mauvaise décision. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui peut me dire qu'est-ce qui est pire que la mauvaise décision? De ne pas reconnaître, continuer. Ouais. De laisser de ne pas prendre une décision tariffique. Alors oui, tout ce que vous avez dit est juste, je voulais juste vous amener à la présentation quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'indécision, le fait de rester dans une posture figée où vous allez rester entre j'y vais pas, j'y vais pas, c'est peut-être ce qui va vous amener dans un échec que vous allez le plus regretter, même s'il ne faut pas les regretter. Donc je vous invite vraiment tous les jours en fait à vous dire cette chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'était avec un grand directeur d'entreprise à qui en fait je partageais ça. Il me dit ça va Boubacar, business tech. Je dis cash mouchkil, cash machakil, pardon. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis écoute voilà, j'arrive pas à me décider. J'ai une situation, alors non, j'ai une pile de décisions à prendre. Je sais pas par où commencer et je suis vraiment perdu. Et là, il m'explique, par A plus B, que dans ce monde, quelqu'un qui est normalement constitué, donc qui a l'éducation qu'il a, qui a un parcours qu'il a, qui a une méthodologie qu'il a appris, statistiquement parlant, quelqu'un, en fait, a toujours un ratio plus important, en fait, de bonnes décisions que de mauvaises. Donc, en fait, il faut partir du fait que si vous avez, par exemple, 100 décisions à prendre, la plupart du temps, plus de la moitié seront des bonnes décisions. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Il faut vous dire que voilà, vous allez gaffer, vous allez faire des boulettes, comme je le dis souvent, mais ne soyez pas bloqués là-dessus parce que la plupart du temps, vous en prendrez des bonnes. Et c'est ça qui est le plus important. Il y aura toujours celle qui va peut-être vous coûter plus cher que les autres, qui peut peut-être même vous coûter, et on va pas se mentir, qui peut peut-être des fois vous coûter votre poste, ça peut arriver, mais le reste du temps, sur la moyenne, parce que la vie, c'est pas simplement une décision, vous en aurez pris des bonnes. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut justement, on peut oublier. Et enfin, rebondir systématiquement, puisque aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter mon propre échec à moi, mais l'idée, c'est que de rester quand même sur des réussites
et que lorsque vous allez faillir, parce que je vous le dis en toute tranquillité, en toute gentillesse, en toute amitié, vous allez vous planter un moment ou un autre. Faut pas se mentir. Et là-dessus, ce jour-là, quand il arrivera, le plus important, c'est de rebondir. Ça, c'est un terme qu'un de mes associés me répète souvent. Ce qui est intéressant, c'est comment tu rebondis dans toute situation. Donc, pensez toujours à ça. Alors, il y aura toujours cette phase, en fait, où vous allez digérer l'échec. Alors, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, mademoiselle, finalement, j'arrête pas de vous citer. Ça vous prend 3 jours à peu près pour, à chaque fois, essayer de vous rappeler, non, c'était pas vous, excusez-moi, c'était la première personne, qui racontait, en fait, que, des fois, elle a mettait 3 jours pour digérer un échec, etc. Oui, c'est ça, c'est rebondir. Et ça, c'est très important. N'oubliez jamais que si vous avez un échec, vous allez déprimer, ça va vous donner du mal, mais c'est pas grave. En général, ça passe. Une fois que c'est digéré, on rebondit et on passe à autre chose. Voilà, donc ça c'était pour l'échec. Enfin, notre héritage culturel. Alors voilà, moi j'ai une vision personnelle, mais que ça engage que moi, ce que je vais dire. C'est que, on va pas se mentir, on est tous héritiers d'un phénomène qui s'appelle la colonisation. D'accord ? C'est un héritage. On fait avec, qu'on le veuille ou non. Alors, ce que je suis en train de définir là, c'est que finalement, en Afrique, pour parler de l'Afrique, et même peut-être dans le monde globalement, mais je vais faire un focus sur l'Afrique, c'est que finalement, nous, on a un héritage francophone. La preuve, je suis encore avec vous en train de parler français. Donc, inutile de voir dans ce que je vais dire quelque chose qui va attaquer l'histoire, pas du tout. Moi, je suis pas venu pour ça. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que notre héritage francophone, on l'a, même ici en Algérie. J'ai remarqué ici, par exemple, que on a finalement un certain nombre d'héritages aussi sur plein de sujets. Alors, moi, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, puisque j'ai pas fini complètement ma formation académique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, en fait, je me rends compte qu'on a un problème aussi en Afrique francophone, parce que c'est pareil au Mali, le problème du diplôme. Alors, je suis très content de voir des gens multidiplômés, qui ont 2 masters. Je peux que vous encourager à le faire, c'est un bagage pour vous, pour l'avenir. Allez-y. Mais c'est une porte fermée pour des personnes qui n'ont pas pu forcément aller jusque-là. Moi, je suis plutôt autodidacte de formation. Je me suis créé ma propre carrière, mais ça n'a pas été un frein plus que cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet héritage, il ne faut pas oublier que c'est un poids quand même. C'est-à-dire, c'est un poids dans la mesure où ça peut être un frein, même pour vous-même, pour des fois trouver des opportunités. Et même laisser la porte peut-être ouverte à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance que vous avez pu avoir d'avoir un parcours exemplaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport au monde anglo-saxon, je donne juste un exemple, c'est le symbole de la réussite. Même en Algérie, j'ai constaté, j'ai discuté avec des gens, je vais me trouver un petit boulot, un boulot petit ou grand dans le monde étatique, où je vais pouvoir trouver un poste avec un certain confort. C'est ça la réussite, avoir un bon poste dans une grande société publique. Alors, j'ai aucun problème avec ce genre de réussite. C'est à la limite, c'est bien. C'est bien de vouloir travailler dans une société étatique, puisque tout pays a besoin de fonctionnalités administratives. C'est absolument indispensable. Ensuite, si on regarde le symbole de la réussite dans le monde anglo-saxon, la plupart du temps, la réussite, c'est plutôt sur qu'est-ce que tu as monté comme business. Vous voyez un petit peu la différence, c'est que dans le monde en fait, francophone, on a souvent la réussite qui est liée en fait, à un poste lié dans un gouvernement ou dans une fonction administrative. La réussite dans le monde anglo-saxon, c'est d'avoir également une réussite dans un business. Il n'y a pas de gêne finalement. Alors, qu'est-ce que je conclus en fait de tout cela? C'est de me dire que il n'y a pas, je vais vous le dire, cette étude, vous pouvez la retrouver dans Jeune Afrique. C'était intéressant de voir que finalement, en fait, cette proportion ne veut pas dire que c'est un développement humain supérieur. C'est-à-dire que dans les 2 mondes francophones, anglo-saxons en Afrique, il n'y a pas plus de richesse. C'est ça que ça veut dire. Hein, ça ne veut pas dire que c'est mieux de vivre dans un pays anglo-saxon en Afrique, je n'ai pas dit ça. Ça veut juste dire qu'il y a une différence et qu'il faut juste l'assumer. Et essayer de comprendre qu'on est en train peut-être de simplement travailler dans un monde dans lequel on a un héritage et qu'il faut savoir briser ces quelques chaînes. Voilà, donc ça c'est pour donc, la différence du monde francophone et anglo-saxon ramenée donc, à l'Afrique. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer. Ouais, d'accord. Alors, enfin, notre héritage culturel, alors là, c'est un petit message, en fait, que je vais faire, encore une fois, à mes collaborateurs, puisque c'est quelque chose que j'ai appris avec eux. Je vais vous donner un exemple. Il y avait eu ce collaborateur, je me souviens, qui était venu me voir dans mon bureau, et qui me dit, je savais qu'il c'était l'heure de renégocier son salaire. Et quand, en fait, on est arrivé à cette phase-là, je lui ai dit, écoute, dis-moi ce que tu veux. Et il n'a pas su me dire. Et là, il s'est mis à transpirer, et j'ai pas compris.
Alors j'en ai parlé à un de mes associés qui lui est d'origine maghrébine, donc je lui dis je comprends pas, j'ai un collaborateur, je lui ai ouvert sur un plateau, je lui dis qu'est-ce qu'il veut. Alors pour les quelques collaborateurs, ça n'existe plus, hein, c'est bon. Hein. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il a mis ce stress? Il me dit Boubacar, je vais t'expliquer quelque chose. Nous, on a dans le monde musulman, on a les houlettes des bint familiales. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je connais le houlette Fayette, mais je connais pas. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et là, il m'explique. Il me dit, un fils de bonne famille, si tu connais sa valeur, Boubacar, tu l'aimes ce garçon? Je dis, oui, il est très professionnel, il est super, il est génial. Et si tu es convaincu de ses capacités, tu connais, alors ça veut dire que, dans son esprit, tu connais sa valeur. Ça faisait 4 ans que j'étais là. J'avais jamais compris ça. Voilà. Donc tout ce que je veux dire par là, c'est que tout ça c'est bien. Voilà. J'espère qu'autour de nous, il n'y a que des fils et des filles de bonne famille, j'ai aucun doute là-dessus, etc. Mais il faut le laisser aux portes de l'entreprise. Ah oui, laissez ça, s'il vous plaît, aux portes de l'entreprise. Gardez les valeurs positives qui vont faire de vous ce que vous êtes. Hein. Je ne vous dis pas de changer du tout au tout, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand on n'arrive pas à se vendre en entreprise, vous ne pourrez pas progresser. Hein. Il faut pouvoir raisonnablement dire en fait à vos proches et à vous-même que finalement, quand on est fils de bonne famille, il faut savoir se vendre. C'est important. Un autre exemple, les fils et les filles de bonne famille ont un problème. Je me rappellerai toujours cette collaboratrice qui est venue me voir, qui avait ce collègue qui avait des grosses difficultés, qui avait du mal à s'intégrer, etc. Et puis je lui dis comme ça, écoute, tu es dans son bureau, pourquoi tu lui fais pas la remarque? Ah, mais j'ai peur que tu vas le renvoyer. Je dis d'accord, mais est-ce que moi tu m'as vu renvoyer quelqu'un dans cette société? Non, mais c'est pas le propos. Je dis ok, bon, il y a une manière de gérer ça. C'est tout simple, c'est de faire ce qu'on appelle un feedback. Expliquer à la personne avec des faits concrets et non pas faire un jugement de valeur. Quand tu fais telle problématique, voilà la conséquence et comment il faudrait que tu fasses pour corriger ce problème-là. Alors ça, c'est un petit peu vraiment quelque chose que je dirais de très fréquent quand je vois avec tous les collaborateurs, en tout cas pour les premières fois. C'est cette difficulté que vous, tous les jeunes en fait qui travaillent dans une société, à faire des commentaires à son propre collègue. Il y a une manière de le faire. Ça s'apprend. Vous tapez www.itsurf-group.com et puis on vous enverra un consultant qui vous expliquera. Mais en d'autres termes, ce que je veux juste expliquer, c'est que vous avez quand même besoin de savoir faire ce genre de commentaires. Parce que il faut quand même qu'on puisse s'échanger entre collègues lorsqu'il y a des difficultés et ne pas rester simplement sur des sujets où en fait on va pas dire à quelqu'un mais pourquoi tu n'as pas dit à un tel mais je voulais pas le blesser. Vous avez oui, vous voyez, jeune fille. C'est ça, je voulais pas le laisser, je voulais pas le déranger, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, il doit vous voir comme un coach, comme un mentor. J'avais cette collaborateur qui avait peut-être 3 ans d'expérience dans la société, mais il n'arrivait pas à faire un commentaire à un collègue qui venait d'arriver, qui était dans l'erreur. Je dis, tu as la légitimité, tu as l'expérience, tu as le savoir-faire, tu as un nouveau collaborateur, tu dois pouvoir lui faire une remarque. Il n'y a pas de gêne. Alors ensuite, nous, on est une petite structure, tout n'est pas encore très clair, ça je l'assume, mais ce que je veux vous partager, c'est que quand en plus on arrive, on a passé toutes ces barrières qu'on a parlé un petit peu plus tôt, de timidité, etc., c'est quand même dommage que entre soi, entre collègues, entre amis, entre collègues, on n'arrive pas à transmettre ceci. C'est pour ça que moi aujourd'hui je voudrais terminer sur cet héritage culturel, donc je vous demande juste une petite chose, c'est d'essayer donc de trouver le bon équilibre entre justement bonne éducation et le monde professionnel. Voilà, donc moi je mets un terme à cette présentation. Je vous remercie. Et je crois que c'est terminé. Hein. Donc voilà, donc à qui je repasse le micro. Merci Boubacar. On l'applaudit encore une fois.